Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très intéressant parce que ce week-end, on a eu un flash crash sur la crypto. Tout le marché a complètement dévissé. Certains jetons ont perdu plus de 50% et Swissborg a pendant quelques instants tombé et a touché les zéros. Et on va s'intéresser à ce phénomène qui pose beaucoup de questions au sein de la communauté et se pose également la question de est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire. En tout cas, aujourd'hui, le marché est beaucoup plus positif. Le cours du CHSB atteint quasiment des plus hauts par rapport au Bitcoin. Donc, c'est un sujet qui est temporaire, mais qui soulève beaucoup de questions. Donc, c'est le moment de regarder dans le détail cette histoire. Je vous rappelle que Swissborg Mania, c'est une chaîne qui fonctionne uniquement sur le parrainage. Donc, nous sommes totalement bénévoles. N'hésitez pas à nous soutenir en flashant ce code si vous n'avez pas encore téléchargé l'application. Tout ce qui est dit sur cette chaîne, évidemment, ne constitue pas un conseil en investissement ni un conseil financier. C'est simplement de la pédagogie. On vous invite à faire vos propres recherches et à vous forger votre propre opinion. Au programme, donc, ce flash crash complet du marché, le big dip qu'a subi le CHSB. On va s'intéresser à la question de pourquoi, comment c'est possible. On va également s'intéresser au fonctionnement du Smart Engine et essayer de voir un petit peu les conséquences que ça peut avoir quand vous essayez de quand vous faites des deals sur le jeton CHSB. On se posera la question du Protect and Burn. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu ou est-il intervenu? Est-ce que cet événement peut se reproduire à nouveau? La psychologie des marchés, bien sûr, et enfin, comment faire attention à tout ceci et en profiter. On finira aussi par un petit point sur l'avenir de Swissborg. Est-ce que est-ce que ceci le remet en cause ou pas du tout? Alors, premièrement, il faut avoir en tête que ce week-end, on a connu du FUD, donc de la peur, de l'incertitude et du doute. FUD, ça veut dire Fear, Uncertainty and Doubt. Comme vous pouvez le voir ici, on a touché des points extrêmement bas, la peur partout sur le marché. Et le but de ce FUD, c'est de vous faire peur pour que vous vendiez, puisqu'en face, il y a des gens qui sont intéressés à racheter vos jetons, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum ou du CHSB. Alors, le FUD, il est venu de partout. On a Elon Musk qui change d'avis, le Bitcoin c'est génial, et puis ça finit par être quelque chose de complètement énergivore, comme si c'était une découverte. Et à partir de là, l'homme le plus riche du monde commence à dire je n'en veux plus, je n'accepte plus du Bitcoin pour mes Tesla. À partir de ce moment-là, évidemment, le marché commence à prendre peur. À côté de ça, il y a les Américains qui choisissent évidemment la meilleure semaine pour dire on va peut-être taxer, on va surveiller les transactions au-delà de 10 000 dollars. Évidemment, ça, le marché n'aime pas être contrôlé, donc ça fait peur. La Chine qui annonce que allez, maintenant on interdit le minage, on interdit les transactions, etc. Bon, rien de nouveau sous le soleil concernant la Chine qui n'arrête pas de le dire, donc on se demande encore pourquoi ça a un impact, mais le fait est que les gens qui sont là dans la crypto depuis peu de temps ne le savent pas forcément, et donc ça a un impact également négatif. Et puis la cerise sur le gâteau, le pape François qui nous annonce que c'est pas bien, tout ce qui consomme du pétrole, tout ce qui finalement met à mal la planète, et puis bien sûr il décide de le faire courant de la semaine dernière. Donc tout ceci participe à la crainte. Alors, derrière ça, quand le marché commence à dévisser, se pose toujours la question, mais est-ce qu'on ne serait pas à la fin du bull run? Et donc, il y a deux scénarios qui sont encore possibles à ce stade. Je les ai entourés en jaune. C'est soit nous sommes encore au milieu du bull run et là nous assistons à un bear trap, c'est-à-dire que nous tentons, le marché en général cherche à faire peur et à lâcher certains d'entre nous pour ensuite repartir de plus belle, ou alors nous sommes dans un bull trap et en fait nous allons baisser puis remonter très légèrement avant de complètement nous effondrer pour lancer le bear market. Donc vous voyez que ces deux narratives sont beaucoup présentes dans la communauté crypto en général, et il n'est pas encore possible au jour où je tourne la vidéo de savoir dans lequel des deux, même si le marché reprend des formes très vertes, ça ne peut être simplement le retour à la normale avant à nouveau la capitulation et la désespérance. Donc on est dans ce moment-là, c'est pas évident de savoir où on est. Moi, à mon avis, c'est qu'on est on est dans le bear trap, on est dans ce moment avant une poursuite de la hausse pour plein de raisons, on pourrait faire toute une vidéo là-dessus, mais en tout cas,
ceci constitue et alimente en fait la peur de certains de se dire: «Oh là là, mais si ça se casse la figure, ce sera pour de bon». Donc on comprend aussi derrière pourquoi les gens peuvent être amenés à vendre. Alors, et effectivement, ce FUD a réussi à faire vendre beaucoup de personnes. Rien que dimanche, on a encore perdu 10%, mais la chute, elle était depuis quelques jours déjà. Donc, par rapport au plus haut, avec un Bitcoin à 64 000 dollars, on a quasiment perdu 50% en touchant pratiquement les 32 000 dollars. Et donc, effectivement, pour quelqu'un de nouveau dans l'écosystème, c'est quelque chose qu'il découvre, ça fait peur, et on aurait pu être tenté de vendre. Et quand le Bitcoin baisse, eh ben, ça entraîne tout sur son passage. Vous voyez, sur la journée en question de lundi, en 24 heures, on a Bitcoin qui a perdu 16%. On a vu tout à l'heure, le point bas, c'était 32 000, donc une petite remontée, mais tout le marché baisse. Dans ces cas-là, il n'y a que quelques jetons qui sont en vert, et ces jetons qui sont en vert, c'est l'USDC, c'est le DAI, c'est l'USDT, c'est le Bitcoin, c'est le Binance USD. C'est finalement du stablecoin, tout le reste souffre, même le shitcoin Doge, lui aussi, a souffert. Donc vous voyez, quand on est dans ce cas-là, tout le marché baisse. Et alors, ça a été le cas aussi pour le CHSB, qui a été lui aussi entraîné dans la baisse. Et vous voyez qu'effectivement, on a eu depuis une semaine, et on va dire quasiment depuis le point haut de l'AMA, puisque lors de l'AMA, on s'attendait à un lancement très rapide du Community Premium, et puis finalement, il n'est pas venu, et depuis, nous attendons ce lancement, et depuis, voilà, nous avons une baisse répétée, avec finalement, comme vous le voyez ici, un flash crash. Donc le flash crash, c'est un effondrement du cours qui est allé quasiment toucher les zéros, et donc c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. Alors tout d'abord, très important, il faut se poser la question de comment se fixe le prix. Parce qu'effectivement, à un moment donné, le prix a été très proche de zéro, mais pourquoi, comment ça se fixe? Une première chose à vérifier, c'est quelle est la source du prix. La source du prix, ce sont les exchanges. C'est là, sur ces plateformes, que des acheteurs et des vendeurs s'échangent les jetons CHSB contre d'autres choses. Et là, en l'occurrence, je suis allé sur CoinMarketCap, donc un petit peu la référence pour suivre un petit peu les plateformes. Il y a CoinGecko qui le fait aussi. Et vous pouvez voir que vous avez à peu près, il y a 7 endroits où le CHSB s'échange. J'ai surligné en vert la plateforme IDBTC parce que sur cette plateforme-là, il y a 2 paires CHSB BTC et CHSB ETH, et vous pouvez constater au niveau des volumes de 9 millions et de 4 millions 7 que ça représente à peu près 97% si vous additionnez le tout. Donc si vous prenez le reste, ça ne fait pas grand-chose. Donc le prix du CHSB est principalement guidé par les paires qui sont sur IDBTC. Et vous constaterez aussi que ces paires ne tiennent pas compte du dollar. On n'a pas du tout une possibilité d'échanger du CHSB vers du dollar, sauf en passant par la WELFAP. Et donc, quand BTC baisse, mécaniquement, le cours du CHSB va baisser parce que la référence, c'est BTC et c'est ETH. Donc, ça, c'est très important d'avoir en tête. Le prix est principalement guidé par ce qu'il se passe sur IDBTC. IDBTC, comment ça se présente quand vous n'avez jamais vu un place de bourse? C'est comme ça. Et ça marche, ce fonctionnement-là que je vais vous décrire, fonctionne également sur n'importe quel marché, y compris les actions, y compris les obligations. C'est toujours le même concept. On n'a rien inventé avec la crypto au niveau des échanges. Sur la colonne de gauche, je vous ai mis en là, ce sont les derniers échanges qui ont lieu. Donc là, quand j'ai fait mon screen, il était 17h d'aujourd'hui, mardi 25 mai, et vous avez donc les derniers échanges qui ont lieu. Donc quand c'est en rouge, c'est que c'était à la vente, et quand c'est en vert, c'est que c'était à l'achat. Vous avez un prix qui est donc annoncé en Bitcoin, puisqu'on est sur une paire CHSB BTC. Donc ces échanges-là s'accumulent, se font les uns après les autres, et ça nous fait avancer dans le temps. À côté de ça, vous avez tout à droite le carnet d'ordre. Et ça, c'est très important de comprendre ce que c'est que le carnet d'ordre. C'est l'ensemble des ordres placés actuellement sur l'exchange et qui attendent que quelqu'un les prenne. Donc, vous avez 2 colonnes, la colonne achat de CHSB et la colonne vendeur de CHSB. D'accord? Vous avez le total qui est en haut, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent de 18,68 bitcoins qui sont prêts à acheter du CHSB. Et sur la colonne de droite, il y a 1 351 000 CHSB qui sont prêts à être vendus. Mais ils ne sont pas tous vendables au prix du moment.
c'est-à-dire le prix du moment, hein, je vous rappelle, là sur l'écran de gauche, colonne tout à gauche, le last c'est 231 909 Satoshi. Donc on n'est pas du tout à ce niveau-là. En fait, personne, en dehors de ces 320 qui ont été échangés à 17 heures pile, personne ne veut les échanger à ce prix-là. Ils veulent tous les échanger à un autre prix. Et ça se comprend. Le vendeur, il aimerait le vendre plus cher. Hein. Et c'est pour ça que vous allez avoir des prix à 232, à 233, à 234. Et vous constatez qu'il y a assez peu de jetons qui sont à vente jusqu'à 233 en fait. Le gros, il arrive à 234 Satoshi, 235 000 Satoshi, et ainsi de suite. Et, ainsi de suite. Et plus on va aller loin, plus il va y avoir de CHSB disponibles. Et à l'inverse, les gens qui sont prêts à acheter du CHSB, eux, ils aimeraient l'acheter le moins cher possible. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir peu d'ordres au prix proche, et puis après, plus ça va aller, plus on va avoir une profondeur de marché. Et c'est là que ça nous intéresse, c'est qu'il y a une profondeur du marché, c'est l'écran central, qui nous permet de voir un petit peu les forces en présence. Donc, quand vous regardez ça, si vous savez le lire, vous allez voir, OK, donc là où j'ai ma courbe verte et ma courbe rouge qui quasiment se rencontrent, c'est le dernier échange qu'il y a eu, c'est là où, entre guillemets, forcément, ça va se toucher. Donc, pour que ça bouge d'un côté ou d'autre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, OK, moi, je vais aller piocher chez les rouges, ou, donc en achetant du CHSB à quelqu'un qui le vend, ou alors je vais aller le vendre à quelqu'un qui est prêt à me l'acheter, et c'est la courbe verte. Et là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé dimanche quand d'un coup le cours est tombé à zéro. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que vous avez quelqu'un qui, depuis cet exchange ici, donc quelqu'un qui est normalement, on va dire un professionnel ou du moins peut-être un nouvel entrant qui se dit, un nouvel utilisateur de la plateforme IDBTC qui ne maîtrise pas totalement le truc et se dit « Oh, j'ai peur à cause de ce FUD, j'ai peur de rentrer en bear market et il est temps pour moi de vendre à tout prix. » Et donc, quand il voit le cours, à ce moment-là, évidemment, le cours n'est pas à 2319 là comme en ce moment, mais il est beaucoup plus bas, puisqu'effectivement, on était à un moment bas. Et on était plutôt, pour tout vous dire, hein, on était autour de 60 centimes. Donc là, il se dit, à ce moment-là, il est temps que je vende. Et il a certainement beaucoup de CHSB pour pouvoir, parce qu'il a pesé sur le marché. Hein. Donc, soit il est tout seul, il en a beaucoup, soit c'est plein de gens qui, sans forcément se coordonner, mais ont décidé de vendre en même temps. La peur les a entraînés à vendre en même temps. Et ils en ont vendu tellement qu'ils ont complètement asséché les ordres acheteurs. Complètement asséché les ordres acheteurs. C'est-à-dire qu'ils en ont vendu au début, ils ont pu aller attaquer ici cette petite zone-là, mais ils en ont vendu tellement qu'ils ont descendu, et ils ont tout consommé. C'est comme s'ils avaient vidé les 18 bitcoins qui sont ici. Et effectivement, c'est ce qu'on va voir ici. Là, cette bougie énorme, hein, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce point bas, combien il y en a eu. Et là, j'ai zoomé encore une fois pour vous, et vous voyez, c'est une période de 15 minutes. Et en fait, le 15 minutes, j'ai pas pu zoomer plus parce qu'en fait, sur CHSB, sur cette plateforme de TradingView, quand on s'y prend un peu tard, malheureusement, on ne peut pas zoomer à M5, M3, M1. Mais en gros, à M15, on s'aperçoit qu'il y a 11 bitcoins qui ont été échangés pendant ces 15 minutes. On peut être sûr que quasiment ce point bas, là, il est intervenu pendant quelques minutes seulement. Et malheureusement, ce monsieur ou ce groupe de personnes qui ont vendu a complètement perdu le gros de sa fortune parce qu'ils ont vendu ça non pas à 60 centimes, mais quasiment à zéro. Et alors, ils ont tout consommé. Donc, heureusement pour eux, tout n'a pas été vendu à zéro. Il n'y en a qu'une toute petite partie. Mais malheureusement, ils se sont vraiment fait avoir par l'absence de liquidité sur le marché. Parce qu'effectivement, pendant cette panique, ils ont vendu, mais si personne n'achète, le cours se crache. Et sans liquidité, le cours tombe. Hein, c'est ce qu'on voit là ici. Il suffit que tout ceci là soit consommé, il n'y a plus rien. Alors, quand il n'y a plus rien d'un coup, évidemment, les acheteurs se précipitent et vont tout de suite nous faire remonter, et c'est ce qu'on constate ici. Hein. Ça n'a duré qu'un temps avant qu'on le revienne dans un niveau tout à fait normal du cours, et on est reparti à la hausse. Alors, si vous êtes un utilisateur de la WealthApp, vous pourriez dire, mais ok, mais alors comment ça se passe pour moi? Parce que voilà, j'utilise cette plateforme, la WealthApp, pour acheter et vendre, et comment ça se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous savez que
le Smart Engine, qui est le super ordinateur qui cherche la meilleure route, va forcément aller au final sur un de ces exchanges. Et comme HitBTC est le seul exchange listé dans lequel il y a le CHSB, forcément, si vous passez un ordre via l'appli, vous serez quelqu'un qui ira acheter ici dans le carnet d'ordre. D'accord? Qui ira ici, là, hop, acheter dans le carnet d'ordre. Et donc, vous direz choper donc, du A233, A232 en fonction, le plus intéressant en fait hein, de là-haut. Donc vous, quand vous achetez, vous allez directement du côté vendeur prendre le meilleur. Et quand vous vendez, vous allez directement en face ici. C'est comme ça que ça marche. Hein. Le Smart Engine va chercher le meilleur prix. Alors, si vous êtes sur autre chose que du BTC, il va d'abord le changer pour vous. Hein. C'est toute la force du Smart Engine que de choisir le meilleur route pour, au final, arriver sur les deux carnets d'ordre du BTC et du ETH sur HitBTC. Et donc, une fois que c'est ça, OK. Par contre, ce mécanisme qui fait que l'on consomme tout d'abord ce qui est en haut de la colonne et puis qu'on va vider, ça s'appelle du slippage. Parce que si votre ordre est trop gros, effectivement, on a compris que ça allait piocher à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que si jamais le slippage est trop important, c'est-à-dire plusieurs pourcents, c'est-à-dire vous pensez en avoir tant de jetons, puis au final, vous n'en avez pas autant, eh bien, à ce moment-là, l'ordre, il est bloqué. Et c'est pour ça que parfois, votre application vous dit un écart de cours trop important, on bloque. Parce que ce qui pourrait se passer, c'est qu'on peut se retrouver sur ce manque de liquidité à un instant T et faire que vous perdiez 5, 10, 15, 20%. Et ça n'est ni la faute de Swissborg, ni la faute de l'exchange. C'est comme ça que ça marche sur les marchés. Et donc, ça, c'est un très bon point positif. C'est que l'appli, automatiquement, bloque les ordres un petit peu qui impacteraient trop le marché. Alors, une autre question qui peut se poser, c'est Protect and Burn, est-ce qu'il s'est déclenché, est-ce qu'il ne s'est pas déclenché? Donc, le Protect and Burn a pu s'est déclenché la semaine dernière, mais pas pendant le week-end. C'est pas déclenché pendant le week-end. Alors, la question de pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déclenché, c'est parce qu'en fait, quand il y a des critères qui font que le Protect and Burn se met en place, mais ils se mettent en place avec des ordres à court limite, donc c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le carnet d'ordre et ils attendent d'être enclenchés. Et là, je pense qu'il y a eu une telle soudaineté, c'était vraiment flash, quoi, hein, schlac. Ils n'ont pas eu le temps de passer leurs ordres, de positionner leurs ordres. Alors, peut-être que l'astuce sera à l'avenir de garder des ordres dormants en place, de sorte que si jamais il y a un flash crash, on va les consommer, quoi, hein. Ça, c'est une possibilité. L'autre élément à noter, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de déclenchement de ce Protect and Burn, de mon interprétation, si c'est quelque chose qui impacte l'ensemble du marché de la crypto. On l'a vu, hein, si BTC baisse, tout baisse. Et donc, si tel est le cas, il n'y a pas vraiment de raison de soutenir le CHSB, puisque quand le marché repartira, tout repartira en même temps. Donc, voilà un peu l'histoire, à mon avis, pourquoi le Protect and Burn ne s'est pas déclenché ce week-end, mais qui s'est déclenché dans la courant de la semaine. Alors, est-ce qu'un nouveau flash crash est possible? À cette question, la réponse est oui, absolument, et c'est valable pour n'importe quelle plateforme, pour n'importe quel jeton. Un flash crash est toujours possible, c'est une question de liquidité. Et donc, tant qu'il n'y aura pas assez de liquidité, c'est-à-dire de profondeur dans le carnet d'ordre, c'est quelque chose qui pourra arriver. Donc, c'est à la fois quelque chose de risqué d'une certaine façon, et c'est à la fois une opportunité. C'est risqué pour celui qui, sous le coup de l'émotion et sous le coup de la peur, entend tout ce bruit ambiant et décide, parce que ça arrive et qu'il voit ça, et il a peur de voir tout son capital fondre, il dit « Ok, je vends ». Et là, c'est un risque, parce que en fait, c'est vous qui êtes finalement responsable d'appuyer sur le bouton « Je vends ». C'est un risque, mais c'est également une magnifique opportunité. Parce qu'effectivement, si vous êtes quelqu'un qui surveillait un petit peu le carnet d'ordre et que vous voyez qu'il y a un flash crash, ça peut être un bon moment pour rentrer. Je sais que certains ont pu, pendant ce flash crash, faire de bonnes affaires. Et effectivement, buy the dip, c'est quelque chose qui fait totalement sens. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire si jamais il y a un nouveau flash crash qui arrive? La question de vendre, si on a un flash crash comme l'autre jour, ça n'a aucun intérêt, selon moi, c'est mon avis, évidemment, faites vos propres recherches, tout ça. Ça n'a aucun intérêt de vendre parce que là, pour le coup, c'est vendre à quasiment zéro. Donc, je ne parle même pas de l'idée de vendre à perte, mais c'est simplement de vendre à quelque chose qui ne vaut déjà plus rien. Donc, vendre quelque chose qui ne vaut plus rien, quel est l'intérêt? Autant attendre au moins que ça vaille quelque chose. Bon, ça, c'est déjà spontanément logique.
Ensuite, vous avez compris que tout ceci n'est fait que pour nous faire peur, nous lâcher, la bride et qu'on abandonne nos jetons à vil prix. Alors que si on est plus patient et qu'on a finalement, la vision que les choses vont continuer à aller dans le bon sens, on a plutôt intérêt à attendre, faire le dos rond et que ça reparte. Ce qu'il faut que vous fassiez aussi, c'est pour ça que j'ai mis cette grande coche verte, c'est de bien vérifier lorsque vous passez un ordre sur l'application à quel prix vous le faites, hein. Évidemment, si le prix est très bas à un moment donné, vous allez le passer à un prix très bas. Donc c'est valable dans la vente comme c'est valable dans l'achat. Quand c'est pour la vente, c'est peut-être intéressant de différer sa vente et d'attendre qu'on est revenu à un moment plus intéressant. D'une manière générale, cet indice du Fear and Greed Index, là, qui montrait qu'on était dans l'extrême peur, hein, 15 sur 100, 15%, c'est très très bas. À ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à vous dire, quand on est dans la zone rouge et qu'on croit aux fondamentaux, hein, de plutôt acheter. Et quand on est dans l'extrême forme, là, c'est peut-être intéressant d'en vendre une partie dans l'idée de diversifier derrière et de sécuriser en vue d'un possible retracement. Comment faire pour en tirer une opportunité? Malheureusement, dans l'application Swissborg, vous n'avez pas d'ordre limite. Donc, si vous voulez tirer profit de ça, il faudrait surveiller plus ou moins constamment votre application ou du moins être alerte sur ce qui se passe sur le marché. Une autre possibilité serait d'aller sur HitBTC, d'ouvrir un compte, de déposer des bitcoins ou des ethers et se placer sur le carnet d'ordre et dire, eh bien, moi, je vais rajouter des ordres, admettons, par ici. Vous voyez, la profondeur du marché est ici. Eh bien, je vais les mettre plus bas, ici, et je vais en mettre une grande quantité. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, hein. Enfin, ça ne coûte rien tant que vous n'êtes pas exécuté. Ce qui ça vous coûte, c'est que vous n'avez plus vos bitcoins dans l'application Swissborg. Ils sont sur HitBTC, donc vous ne gagnez pas le rendement quotidien du Smart Yield. Donc, c'est ça le coût d'opportunité que vous avez. Vous les mettez ici, et si jamais un flash crash survenait, eh bien, vous verriez votre ordre capté par le vendeur qui, malheureusement, n'aura pas fait le petit travail de surveillance et de contrôle qu'on vient d'évoquer, quoi, hein. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est à peu près la seule solution, parce on va être clair, hein, on va pas attendre surveiller tous les 4 matins qu'un flash crash survienne. Un flash crash, c'est le premier de l'histoire de Swissborg, et Swissborg a commencé à coter son jeton en 2018. Donc 2018 à aujourd'hui, 2021, ça fait 3 ans. 3 ans à surveiller, vous voyez le problème. Alors que bon, un outil comme HitBTC, vous placez votre ordre et puis vous attendez, et le jour où ça doit se déclencher, ça se déclenchera. Donc voilà ce qui peut être fait. Alors, Swissborg poursuit sa route, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Ici, vous avez, je suis allé sur le site dont vous avez le lien dans la description, qui a été fait par un membre de la communauté et qui nous permet de suivre un petit peu les métriques de Swissborg. Et depuis le moment un petit peu de ce week-end, les choses n'ont pas eu de véritable impact, hein, sur la croissance de Swissborg. Il est peut-être un petit peu trop tôt pour tracer un bilan, mais en tout cas, on voit bien que l'adoption est toujours là, hein. Il n'y a pas de stop dans le nombre des nouveaux utilisateurs qui sont arrivés. On a le Smart Yield qui, lui, effectivement, la valeur en dollars du Smart Yield a chuté, ce qui est tout à fait normal puisque, voilà, si tout le marché s'effondre, eh bien, la valeur en dollars, elle aussi s'effondre. Par contre, si on faisait le calcul en réintégrant la valeur des différents actifs et qu'on garderait juste le nombre de jetons, on serait dans une phase tout à fait standard et sans subir finalement cet impact marché. À côté de ça, ici, vous voyez que le Protect and Burn, lui, continue de s'apprécier, même avec un taux qui est encore plus rapide que précédemment. Donc ça, vous voyez, on le voit ici, là-haut, avec un début d'accélération qui se continue, qui se poursuit depuis le dernier Protect and Burn que l'on a eu courant de semaine dernière. Donc, ça va très vite, hein. On est sur des moyennes à 50-60 dollars rajoutés dans le Protect and Burn. Donc, tout ceci est très positif. Et sous-entend que prochainement, nous pourrions avoir assez de réserves pour soutenir davantage le cours et détruire toujours plus de jetons. Alors, les tokenomics du CHSB. On m'a posé souvent la question ces derniers jours, alors que nous avons de plus en plus de jetons qui sont bloqués dans le farming, de plus en plus de jetons qui sont bloqués dans le premium, pourquoi diable avons-nous des jetons qui sont vendus avec ce flash crash à des prix infinis? Est-ce que ça ne devrait pas soutenir le prix du jeton? C'est quelque chose qui, sur la tendance long terme, soutient durablement le jeton.
d'accord? C'est une rareté qui est présente et qui, effectivement, à terme, avec tous les critères que vous avez sur la colonne de gauche, pèse pour que les gens achètent du jeton et qu'il y en ait de moins en moins en face. Par contre, à des moments clés, le prix n'est pas fixé par l'ensemble de la communauté, mais il est fixé par les gens qui font les échanges. Et les gens qui font les échanges, c'est les traders, c'est les gens qui ont peur, ce sont ces gens-là qui ont dit à un moment donné, le CHSB, moi, je le vends à ce prix. C'est pas parce qu'ils le vendent à ce prix que la valeur du jeton est ce prix-là, d'accord? C'est une différence entre un prix et une valeur. Partons du principe que vous avez une barre d'or, d'accord? Ces grosses barres de 10 kilos d'or. Imaginons que sur le marché, il y a quelqu'un qui achète cette barre d'or 1 centime. 1 centime. Le système actuel du fonctionnement de toute la crypto et de tous les marchés dit il y a une transaction à 1 centime pour une barre d'or, donc à ce moment-là, on fait l'extrapolation que toutes les barres d'or valent 1 centime. Parce que ce prix est là. Mais ce prix-là n'est que finalement la partie émergée de l'iceberg, parce que derrière, si celui qui a eu la bonne idée d'acheter cette barre d'or à 1 centime trouve quelqu'un d'autre qui veut lui acheter 5 euros, 10 euros, ou comme ça vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, et bien maintenant, le prix va recoller à la valeur et tous les autres barres d'or vont finir par revaloir des dizaines de milliers d'euros. Donc vous voyez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas parce qu'il y a une transaction qui se fait très en dessous de la valeur du jeton que tous les jetons ont cette valeur-là. C'est vraiment une barre d'or qui s'est vendue à 10 centimes, c'est vraiment que quelques jetons CHSB qui se sont vendus à quelques centimes, alors que tout le reste est très vite revenu dès lors qu'en fait la panique est passée, puisque c'était une vraie panique chez celui ou ceux qui ont vendu, et on est revenu à 60-80 centimes. Donc, il va falloir il faut être solide dans ces moments-là, il faut quitter un petit peu les écrans des yeux quand c'est vraiment une panique comme celle-ci. Peut-être qu'il faut aller sur les forums, poser des questions et surtout ne pas juste prendre pour argent comptant ce que les gens disent et vous forger votre propre opinion. Ça, c'est très important. Une autre façon aussi d'être à l'abri de tout ça, c'est d'utiliser le Smart Yield. Parce que là, moins, vous êtes bloqué pendant 24 heures. Donc, si vous voulez résister à la tentation, il va falloir au moins 24 heures ou du moins le lendemain à 10 heures pour vous libérer un petit peu et pouvoir faire une opération. Donc, c'est un avantage, en l'occurrence dans ce cas-là, et ne pas être sous le coup de l'émotion, ce qui est le pire cas. Je pense que le pauvre malheureux qui a vendu et qui s'est retrouvé avec un prix de vente proche de zéro pour certains de ses jetons, il l'a mauvaise. Donc, quand on a une stratégie de hodl, de tenir un jeton sur le long terme parce qu'on prend au fondamental, il ne faut pas lâcher prise dès le premier dump. Hein, c'est clair. Alors, je fais un peu de promotion pour On refait le POWO. On en a déjà fait un la semaine dernière. Donc, l'idée de cet événement, c'est de parler du POWO qui s'est fait la veille. Donc là, il y a un POWO qui s'est fait mardi soir. Et donc, mercredi, le lendemain, à 18h30, on va parler pendant 45 minutes maximum. On va se fixer cet objectif de temps maxi, où on va débriefer le POWO, pusher un petit peu notre analyse sur tout ça, avoir des invités. C'est en live, donc ça vous permettra de poser vos questions et on en sélectionnera quelques-unes et on débriefera ensemble sur le POWO qui a été fait par Cyrus. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que maintenant vous y voyez plus clair sur la détermination du prix du token qui explique un peu le flash crash que nous avons eu. Vous avez bien compris hein, l'écart entre la valeur d'une la chose et le prix d'une chose et les mécanismes qui ont tendu à fixer un prix qui était complètement décorrélé de la valeur du jeton, puisque la preuve, quelques instants plus tard, on était revenu à un prix beaucoup plus solide. Et aujourd'hui, quand le marché repart, eh bien, le jeton CHSB, comme tous les autres jetons de la DeFi, comme tous les autres jetons un petit peu sérieux, sont bien repartis aussi à la hausse. Et maintenant, on attend les nouveautés pour voir où l'écosystème entier va s'orienter. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à ciao, bye bye. Salut!